Yann, Monique et moi, on est heureux de vous accueillir pour cette table ronde donc, sur la thématique de la souveraineté alimentaire. Donc, où en est-on au niveau de la France en ce qui concerne la viande? Donc, nous allons nous intéresser donc, à la viande bovine, au porc et à la volaille. Merci Nicole. Donc voilà, comme tu l'as dit, on va prendre les productions chacun à leur tour. Donc on va faire d'abord les bovins viande, puis le porc, puis la volaille. Et pour ces trois productions, on va se poser les questions suivantes. Comment se porte la production de viande en France? Est-ce que la France est-elle toujours un pays important d'élevage au niveau européen? Donc pour ce qui est des bovins viande, pour ce qui est du porc, ce sont deux productions qui voient leur cheptel diminuer. Donc pour nos amis européens, vous allez sûrement entendre le mot de décapitalisation. Donc ça veut dire baisse des effectifs des troupeaux. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on observe ce phénomène? Est-ce que c'est grave? On va se poser un peu tout ce genre de questions tout au long de la table ronde. Et chaque séquence va se dérouler de la manière suivante. On va commencer par une présentation de M. Châtelier qui va nous poser la problématique de chaque filière. Voilà, et ensuite donc, on donnera la parole aux différents professionnels, aux différents élus. M. Châtelier, je vais commencer par vous laisser la parole pour une dizaine de minutes donc, sur les bovins viande pour votre présentation. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le secteur de la viande en France, avant de commencer sur la viande bovine stricto sensu, de bien considérer que finalement la consommation de viande en France, comme dans de nombreux pays européens, pas tous, elle est partie à la baisse. Elle est partie à la baisse depuis une vingtaine d'années par habitant. Mais en fait, cette décroissance de la consommation de viande, elle est finalement relativement faible. Et en tout cas, elle est beaucoup plus faible que ce que souhaiteraient beaucoup de concitoyens qui se préoccupent des questions d'environnement. Et finalement, si on regarde les chiffres, depuis une dizaine d'années, il n'y a quasiment pas de décrochage dans la consommation individuelle de viande, même si c'est vrai qu'il y a des réaffectations entre catégories de produits. Et aujourd'hui, la viande bovine, on peut considérer qu'en 10 ans, on a perdu à peu près 2,6 kg par habitant et par an de consommation de viande bovine. Mais ça reste en France le pays qui en consomme le plus par habitant et par an. Alors ce qui est très important, c'est de prendre du recul sur les débats puis de regarder les chiffres. Et là, je vous ai mis en fait l'évolution de la consommation de viande en France sur 50 ans. Donc c'est très clair, on n'a pas de décrochage en fait. Parce que quand on raisonne à l'individu, quand on raisonne par habitant et par an, on oublie de dire que la France a quand même eu 16 millions d'habitants en plus en 50 ans. Ce qui n'est pas rien, hein, c'est pratiquement la population, je crois, des Pays-Bas. Donc cette croissance de la population, elle contrecarre la baisse de la consommation individuelle, jusqu'à telle enseigne qu'on ne peut pas dire qu'en France on a une baisse puissante, on n'a même pas de baisse de la consommation de viande, donc il faut ouvrir les yeux. Et je vous ai mis de manière pédagogique, je l'espère, un deuxième graphique derrière qui vous montre l'évolution de la production de viande en France. Donc la consommation c'est ça le graphique, et la production c'est ça. Donc clairement le problème il n'est pas lié à la consommation, le problème il est lié au fait que la production française de viande est en train de baisser trop vite, beaucoup trop vite dirait-on, depuis quelques années par rapport à la dynamique de consommation. Si bien, et on va le voir, que la France est devenue un pays qui est devenu dépendant des autres, de certains d'entre vos pays d'ailleurs, hein, dépendant des autres, et on est du coup dans une phase d'augmentation de nos importations. Alors à la question de savoir sommes-nous autosuffisants, je vous ai mis ce graphique-là qui est très, très simple. La réponse, c'est non, ou quasiment non pour toutes les filières. Sur la viande bovine, aujourd'hui en France, on a un taux d'auto-approvisionnement de 90%. Sous-entendu, il nous manque 10%. Dans le secteur des moutons, il nous manque à peu près 40% de la consommation qui est importée. Dans la filière porcine, c'est la seule où encore on peut dire, et ça ne durera pas, où on est excédentaire de 1%. Dans le secteur de la volaille qui a été très fortement, on le verra tout à l'heure, chahuté, il nous manque 17% de viande.
Et puis on va finir par le total. En gros, en France, on peut considérer déjà, avant même que la restructuration de l'élevage intervienne par le canal de la déprise, c'est-à-dire d'un manque d'agriculteurs qui s'installe, on est déjà à 10% de déficit en viande en France. Donc voilà le tableau général. Pour ce qui est de la viande bovine, vous le savez très bien, on est au niveau européen dans une période, et la Commission européenne fait ses travaux à horizon 2032, on est dans une période de baisse tant de la production européenne de viande bovine que de la consommation. Vous voyez les deux courbes. Mais aujourd'hui, vu que le Royaume-Uni n'est plus intégré dans les statistiques de l'Union européenne, l'Union européenne à 27 est un pays, et on a du mal à le dire, est un pays qui est excédentaire en viande bovine, ce que n'est pas d'ailleurs la France. Continuons un petit peu, il n'en demeure pas moins que la France reste un grand pays, vous le verrez demain et après-demain et 3 jours, a dit le président. Vous le verrez, la France est un très grand pays d'élevage. Et donc, même si on est déficitaire, on a finalement une production de viande bovine en France, qui est la première de l'Union européenne, devant l'Allemagne, puis l'Italie, l'Espagne, et évidemment l'Irlande, très tonique sur un petit territoire. Alors, ce qui est clair, et ce qui est assez nouveau, mais enfin, ça fait 4-5 ans que ça dure, hein, c'est qu'on a en même temps une baisse du cheptel de vaches laitières, ce qui est un processus classique à l'ensemble des pays européens. En fait, la baisse du cheptel laitier, elle est liée à un phénomène très simple, c'est qu'on a une amélioration du rendement par vache plus rapide que quelque part les besoins en lait au niveau européen. Donc on a une décroissance du cheptel laitier qui est liée à cette amélioration de la génétique animale, de l'alimentation et tout ça. Ce phénomène, il existe depuis 40 ans, je vais être très concret. En France, on a 2 fois moins de vaches laitières aujourd'hui que nous en avions en 1984. 2 fois moins. Alors ça, quelque part, Marcel Deniol connaît le dossier depuis longtemps, quelque part, c'est pas nouveau, rien de neuf sous le soleil. Ce qui est nouveau, mais vraiment nouveau, c'est qu'en même temps qu'on a une poursuite de ce phénomène, nous avons une décroissance du cheptel allaitant. Et en fait, on a été habitué pendant 25 ans en France, ou 20 ans, à avoir un cheptel allaitant qui était vraiment très stable, je dirais, au niveau même des paiements directs accordés aux vaches allaitantes. On avait des aides couplées, d'ailleurs qu'on a maintenues couplées, et qui préservaient le cheptel dans son intégralité. Donc aujourd'hui, c'est très simple. La France a perdu 840 000 vaches en 6 ans. C'est donc colossal. 840 000 vaches sur à peu près 8 millions. Ça veut dire que nous avons perdu 10% du cheptel reproducteur. Et qu'évidemment, derrière, même si les agriculteurs essaient de faire des fois plus de poids de carcasse, eh ben, ça ne suit pas et la production s'inscrit à la baisse. Alors vous avez ici un graphique sur 50 ans, en rouge, de l'évolution de la production de viande bovine en France, qui montre bien qu'on est quand même dans une phase décroissante. Et la courbe bleue, c'est la part de la production de viande en France qui résulte de la filière bovine. Donc aujourd'hui, on est à 25%. Donc pour les passionnés d'environnement et d'écologie, tout va bien. La part de la viande bovine dans la production française de viande ne fait que de baisser. Nous étions pratiquement à 40% de la viande française, qui était de la viande bovine, il y a une quarantaine d'années, nous sommes à 25. Et dans 10 ans, au rythme où nous allons, il est probable que la viande bovine représente 22, 21, 22, 23% de la production de viande sur le territoire national. Je voudrais aussi souligner le fait que la France, bon je l'ai dit, hein, est déficitaire en viande bovine, et que quelque part, on n'est pas les seuls évidemment, mais on est quand même très très loin derrière certains pays, sur le plan commercial. Les 2 pays qui sont les leaders absolus de la filière viande bovine, c'est la Pologne, avec un excédent commercial qui est énorme, qui est de 500 000 tonnes par an, et qui est lié au fait que ce pays consomme très peu de viande bovine, en dépit du fait qu'on avait espéré que l'amélioration du pouvoir d'achat conduirait à une augmentation de la consommation. La consommation étant faible, ils ont beaucoup d'excédents. Et le deuxième pays, et il y a des spécialistes de ce pays ici, l'Irlande, qui a toujours, ils ne peuvent pas tout consommer, c'est pas possible. Donc ils ne sont pas nombreux, ils ont beaucoup de vaches, et donc c'est un pays très très excédentaire. Et donc la France fait partie avec l'Italie, le Portugal et la Grèce, et maintenant l'Allemagne, entendez bien, et maintenant l'Allemagne, des pays qui ne sont pas capables de nourrir leur population avec leur production domestique. Alors, si on regarde un tout petit peu plus finement, est-ce grave docteur? Est-ce que ça se détériore? La réponse est oui.
La réponse est oui. En fait, vous voyez sur le graphique en rouge l'évolution des importations de la France en viande bovine. Ben, en gros, on n'a jamais autant importé de viande bovine qu'en 2022. Donc, ça ne suit pas. Et puis, au niveau des exports, on n'a pas trouvé de nouveaux clients. Donc, on a une détérioration de notre balance commerciale, à telle enseigne la courbe verte, que le déficit, qui est aujourd'hui de 160 000 tonnes, n'a jamais été aussi fort que l'année 2022. Donc on n'a jamais été aussi déficitaire. Alors maintenant, on va simplement regarder avec qui on travaille. Alors les partenaires de la France en viande bovine n'ont pas beaucoup changé au fil des années. En fait, au niveau des exports, on a essayé, hein, au niveau des exports, on n'a pas beaucoup de clients. Les clients historiques, c'est l'Italie, la partie bleue. Et vous voyez que la partie bleue décroît, c'est-à-dire que l'Italie va acheter de la viande bovine ailleurs, dans un marché intérieur où la consommation n'a pas le vent en poupe. Et puis vous avez ensuite les Pays-Bas, qui nous ont beaucoup acheté de viande bovine l'année dernière, mais vous savez, il y a des achats qui servent à faire du trading là-dedans, c'est pas toujours pour la consommation intérieure. Et puis vous avez l'Allemagne et ensuite la Grèce. Le message fort, c'est qu'en dépit de la qualité de la viande bovine française issue du secteur allaitant, nous n'avons pas trouvé de clients nouveaux depuis 20 ans en fait. Il n'y a pas de clients pour la viande de qualité française sur le marché international, en dépit de tous les efforts qu'on peut faire avec les Chinois ou autres, ça ne se voit pas trop sur les courbes. Maintenant, si on s'intéresse aux importations, il y a un point très important, c'est que la viande bovine qu'on importe, elle vient des pays laitiers. Elle vient des pays laitiers parce que nous avons un décalage dans la structure de ce qu'on consomme en France par rapport à ce qu'on produit. On produit beaucoup de viande, il y a des jeunes bovins, il y a des bovins mâles, etc. Donc on consomme beaucoup de viande de femelles en France. Si bien qu'on exporte les mâles, et notamment ceux issus du secteur allaitant, on les exporte vivants, surtout vers l'Italie. Et du coup, on a un déphasage entre le type de produit qu'on consomme et le type de produit qu'on assure dans le pays. Si bien qu'aujourd'hui, nos importations viennent d'abord des Pays-Bas, ensuite de l'Irlande, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la Pologne. Voilà les grands fournisseurs de la France, même si par les Pays-Bas, des fois transitent du commerce qui est issu de l'international. Alors j'en arrive bientôt, puisque je fais un exposé rapide, j'en arrive aussi à un autre point très important, qui est le fait que la France est très spécialisée dans le commerce de bovins vivants. Alors je vais dire les choses simplement, la France est déficitaire en viande bovine, mais elle est excédentaire dans le secteur bovin en valeur. Parce qu'on a un solde très positif en bovins vivants, d'accord, qui est supérieur à la viande bovine. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une amélioration de notre solde en bovins vivants en valeur, mais pourtant ça correspond à des volumes qui sont de plus en plus faibles. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on n'importe pas de bovins vivants en France. Vous voyez, la partie rouge, elle est réduite à rien du tout, donc ça joue aussi peut-être pour les problèmes sanitaires. On n'importe rien, on exporte. Mais attention, parce qu'il y a des effets prix, surtout sur la période récente, et je terminerai, je crois, avec ce graphique. Une des grandes spécificités de la France, c'est d'exporter des mâles issus du secteur allaitant en Italie à 80%, à peu près 80-85%. Et ces petits animaux mâles qu'on exporte vers l'Italie, ça représente 45% des veaux mâles issus des vaches allaitantes. C'est-à-dire un veau mâle sur deux issu des vaches allaitantes quitte la France. Donc on a fait un choix historique qui était de fournir le marché italien en animaux vivants, ce qui n'est pas évidemment toujours générateur de beaucoup de plus-value pour notre secteur. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas transformé chez nous des animaux qui sont nés chez nous. Alors ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'il faudrait avoir des idées différentes qu'on finit par douter du fait qu'on souhaite faire autrement. C'est très compliqué d'imaginer de retourner notre stratégie sur ça. Ce qu'on observe cependant, c'est que les exportations de bovins vivants vers l'Italie, aujourd'hui, sont en recul dans un contexte où la consommation de viande dans de nombreux pays européens est actuellement en décroissance. Et je simplifierai mon dossier de présentation en vous disant qu'en fait, on ne peut pas se permettre d'imaginer une France qui ne va pas produire de viande bovine. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas de fournisseurs. Parce que nos fournisseurs, c'est les Pays-Bas, nos fournisseurs, c'est l'Irlande, des pays qui sont sur le marché mondial, ou l'Allemagne, et des pays pour lesquels
l'essentiel de la production de viande bovine vient du secteur laitier. Or, le secteur laitier ne se développe plus dans de nombreux pays, sauf l'Irlande, ne se développe plus et l'amélioration de la génétique animale fait que les cheptels décroissent quasiment dans tous les pays européens. Donc le message principal, c'est de dire qu'on vit un peu dangereusement en France et que cette idée folle qu'il faudrait baisser la production de viande bovine qui a été mise en avant dans un récent rapport de la Cour des comptes est une idée que je ne partage pas du tout en termes de stratégie pour l'avenir. Merci beaucoup. Voilà, merci. Thank you very much. Okay. Pour cet exposé très complet, synthétique. Bravo. Et je vais vous demander un tout petit complément avant de passer la parole à nos autres invités sur la baisse du cheptel bovin. Voilà, vous avez dit que c'était relativement nouveau sur les bovins viande. Est-ce que vous pouvez nous préciser les différentes raisons voilà, de cette baisse du troupeau? Alors pour moi, la baisse du troupeau elle est liée à 3 facteurs principaux. On peut discuter de l'intensité de ces facteurs. Hein. Entre nous, on n'est pas tous d'accord, mais je pense 3 facteurs principaux. Le premier, c'est que le revenu des éleveurs de bovins viande spécialisés en France est mauvais. Il est trop mauvais. Et ça fait 10 ans que ça dure. On a fait un travail sur les données du réseau de l'information comptable agricole. Sur les 12 dernières années, le secteur bovin-viande spécialisé est celui qui a le moins dégagé de résultats courants par actif agricole familial et de très loin. Quand la moyenne française est à 27 000 € de revenus par agriculteur, le secteur bovin-viande est à 18 000 €. Donc il y a un vrai problème de revenus, surtout que c'est une production qui emmène avec elle beaucoup de capital. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un faible revenu pour un stock de capital qui est souvent élevé, capital du cheptel, capital du foncier, etc. C'est le premier facteur, les revenus qui ont découragé. Deuxième facteur, pardon. Je voulais dire, et pourtant c'est celui qui a le plus d'aides PAC. Alors ça c'est un autre dossier, en moyenne sur... c'est un autre dossier mais important. En moyenne sur les 12 dernières années, les aides directes de la PAC du premier et du deuxième pilier ont représenté 200% en France du revenu des éleveurs bovins-viande spécialisés. Donc c'est énorme. La dépendance aux aides de la PAC a été énorme dans des niveaux de revenus qui étaient faibles. Ça joue sur les 200. Alors, deuxième facteur qui explique la décapitalisation, c'est le fait que beaucoup d'éleveurs, au moment de la retraite, n'arrivent pas à trouver un successeur. Alors, on n'y arrive pas parce que les revenus ne sont pas bons, parce que le métier n'est pas attractif, parce que les gens sont isolés dans les campagnes où il n'y a pas de boulot pour la femme, et beaucoup de facteurs sociologiques, il ne faut pas oublier, qui font que la dynamique à l'installation, elle est fissurée. Et puis il y a des endroits, quand on peut avoir des choix alternatifs de production, les gens ils finissent par basculer dans des productions qui sont jugées plus rémunératrices. Ça, c'est le deuxième facteur, je pense. Et le troisième facteur, je pense que c'est parce que c'est un secteur qui manque de projets. C'est-à-dire que je pense qu'on a, en France, je ne sais pas dans vos pays, mais en France, on a beaucoup laissé entendre pendant de nombreuses années que ce secteur serait préservé parce qu'il entretenait le territoire et que finalement l'économie n'était pas toujours très importante, puisque l'État français, notamment nos anciens présidents de la République, disaient qu'on sera toujours au secours. Donc on a énormément aidé un secteur qui finalement s'est retrouvé à un moment donné un petit peu pincé par l'économie. Et si bien qu'il y a la dynamique de projet pour les jeunes qui arrivent dans le secteur bovin-viande, ils ne la voient pas suffisamment, ce d'autant, et je termine, ce d'autant que les jeunes, quand ils arrivent dans ce métier, ils ont le sentiment, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, que c'est beaucoup plus critiquable. C'est-à-dire produire de la viande bovine aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on dit sur le réchauffement climatique, le méthane, etc., c'est mal jugé. Il y a 20 ans, c'était considéré comme vous étiez un porteur de paysage, un porteur d'entretien du territoire. Aujourd'hui, quand vous vous installez en viande bovine, eh bien, il faut non seulement avoir des mauvais revenus, mais en plus accepter une critique sociétale très forte sur le méthane. Donc, j'ai livré en pâture, c'est le cas de le dire, 3 messages. Dans ma tête, il y en a beaucoup plus que ça, mais c'est déjà suffisamment handicapant pour expliquer la baisse récente du cheptel de vache allaitante. Merci. Parmi les différentes raisons voilà, de cette baisse du cheptel, donc voilà, vous avez cité la démographie, les départs à la retraite.
Je me tourne vers vous, André Sergent, vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Voilà, où se situe la Bretagne par rapport à la moyenne nationale dans ce dossier, voilà, du renouvellement des éleveurs bovins? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et donc moi-même, je suis un éleveur, agriculteur du bout du monde de la Bretagne, c'est-à-dire dans le département du Finistère, hein, en allant tout au bout. Donc en zone littorale, où là-bas je suis sur une exploitation agricole en GAEC, c'est-à-dire en groupe en fait, en société, parce que nous sommes aujourd'hui entre les associés et puis mes salariés, 10 personnes à y travailler sur l'exploitation, dans laquelle on a 2 productions d'élevage, production porcine, et je crois que vous avez visité une exploitation cet après-midi, donc avec un élevage de 350 truies naisseurs-engraisseurs, et un élevage laitier également, 150 vaches laitières en système robotisé, et production d'énergie également sur l'exploitation, avec une installation de méthanisation, plus du photovoltaïque. Et donc, en plus de mon métier d'éleveur, je suis donc le président actuellement de la Chambre d'agriculture de la Bretagne. Alors sur le sujet qu'a évoqué Vincent Chatelier là tout à l'heure avec l'élevage bovin-viande, alors il faut savoir qu'en Bretagne, la viande bovine spécialisée à l'étang, c'est pas la grande spécialité de la région Bretagne. Hein, c'est plus dans le centre de la France qu'on retrouve ces productions de façon très très forte. Ceci étant, on en a quand même en Bretagne. Et puis on a surtout dans l'élevage laitier. Et ce qui s'est passé en fait depuis quelques années, entre 2010 et 2020, en Bretagne, on a perdu 1/3 des sites de collecte de lait. 1/3. Et dans la même période, on a quand même maintenu le volume produit en Bretagne. Ce qui fait que la filière, les transformateurs, voilà, jusque-là, 2020, ça allait plutôt bien. Les volumes étaient restés là. Sauf... Ça illustre ce que disait Vincent Chatelier. Complètement, complètement. Sauf que là, on est rentré dans une autre sphère pour moi. On assiste toujours à un recul des élevages laitiers et bovins. Et puis, en même temps, là, ça y est, on a enclenché aussi le recul des volumes produits. Donc, moins de lait, moins de tonnage de viande. Et ça, c'est un phénomène nouveau. La Bretagne était considérée comme une région, est toujours considérée comme une région très dynamique au niveau agricole, et voir aussi ces chiffres négatifs pour la région Bretagne, je peux vous dire, ça interpelle énormément, surtout quand je me retrouve à Paris où on nous parle de la souveraineté alimentaire, ça interpelle quand même fortement. Alors le problème, il est où? Vincent Chatelier en a parlé un peu, d'abord économique, plus de 2 décennies quasiment, la partie élevage, et notamment le bovin viande, c'était vraiment le parent pauvre, quoi. C'était vraiment des salaires, moi je dirais, de misère par rapport au travail qu'il y a avec ces métiers d'élevage. Donc ça c'est le premier élément, et ce qui a découragé beaucoup, et donc je vais dire quelque part le ressort est un peu cassé. Et donc maintenant, si on se projette sur l'avenir, ici en Bretagne, dans les 10 ans qui sont devant nous, c'est quasiment la moitié des agriculteurs, et j'en fais partie de cela, partiront à la retraite. La moitié. Et donc, évidemment que l'enjeu qui est devant nous, c'est vraiment le renouvellement des générations, c'est-à-dire mettre des jeunes pour remplacer tous ces gens-là qui vont partir à la retraite. Et donc, le premier élément, il faut qu'économiquement, bien évidemment, on connaisse des prix rémunérateurs. Et derrière, par contre, je le dis aussi clairement, on assiste et on continuera à assister à une évolution de la taille des élevages qui resteront. Avoir des troupeaux de vaches avec 150 ou 200 vaches dans une étable en Bretagne va être classique dans les années qui viennent devant nous. Voilà. Et c'est pas le cas aujourd'hui, on est plutôt en vaches laitières sur une moyenne de 70-80 vaches aujourd'hui. Donc voilà, c'est une évolution, mais que je considère comme n'étant pas forcément négatif par rapport au côté humain des choses, où en fait beaucoup de jeunes aujourd'hui, et c'est normal, moi-même c'est ça que j'ai fait, on aspire quand même à travailler à plusieurs sur une même exploitation pour en vivre décemment. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord, merci. Voilà, donc on a vu le tableau qui est plutôt négatif, une baisse de la consommation de viande, une baisse de production qui est encore plus rapide. Je me tourne vers l'industriel maintenant. Thierry Meyer, vous êtes spécialiste en porc, mais comme on en a parlé ensemble, Bigard c'est aussi le numéro 1
français du bœuf. Et européen. Et européen, très bien, c'est parfait. Donc voilà, comment s'adapte un industriel dans ce contexte un peu chahuté? Alors, moi je souscris tout à fait à ce que vous a dit Vincent, c'est-à-dire que la consommation de viande bovine est bien là, et vous l'avez vu, les chiffres en témoignent. Contrairement effectivement à tout l'environnement qui vous explique que vous allez mourir d'un cancer colorectal si vous mangez de la viande bovine, qu'on est très mauvais pour le climat avec le méthane. La consommation est là et les gens prennent du plaisir à manger de la viande. Et deuxième volet, c'est que la consommation de viande bovine est très orientée sur le cheptel femelle. Et d'ailleurs, on va dire que la viande est beaucoup issue effectivement de la politique laitière depuis des années, parce qu'il y a un produit dont on n'a pas encore parlé, et c'est quand même surprenant en consommation, qui est la colonne vertébrale de la filière bovine en France, c'est le steak haché, les viandes hachées, qui a connu un essor considérable depuis les années à peu près 1980-82, passant de stade artisanal au stade plutôt industriel, et puis surtout également avec ce développement de la consommation hors domicile, avec tout ce qui est fast-food, et qui, il y a 40 ans, quand j'ai commencé, et j'y ai travaillé d'ailleurs, on ne donnait pas cher du McDonald's en France, parce qu'il n'y en avait que 5, et d'ailleurs ils avaient donné à peu près, pour très bon marché, la franchise à un dénommé Monsieur Dayan, et qui, à l'époque, même McDo aux États-Unis ne croyait pas. Donc on a cette colonne vertébrale qui est de la viande bovine, qui est les femelles, et effectivement à l'opposé, on a les mâles, les bovins mâles. Vincent l'a expliqué, c'est très important de le redire parce que un veau sur deux issu du troupeau viande est exporté, mais la plupart même des jeunes bovins, qui sont des mâles entiers, est exporté sur l'Italie, la Grèce, l'Allemagne. Et à l'inverse, on a aussi, de par ce développement aussi, baisse des achats des ménages, c'est-à-dire ce qu'on consomme à domicile, augmentation de la restauration, plutôt de l'importation de viande qui se fait de différents pays, notamment pour répondre sur le plan des fois prix, au niveau, si je prends la restauration scolaire, donc des importations assez massives qui sont liées à du prix, et puis aussi des productions qu'on n'arrive pas à bien maîtriser pour tout ce qui est la restauration qu'on appelle commerciale, comme tout ce qui est lié, issu de la loyau, entrecôte, faux filet, sur des produits plutôt qualitatifs qu'on a du mal malgré tout à produire, et ça a été évoqué parce que effectivement les gens ne vivent pas de cette production et c'est vraiment un problème de rentabilité. Donc voilà ce que je voulais dire sur... on parle de baisse de consommation, moi je dirais plutôt la consommation est là, et vous l'avez vu, elle baisse par personne, mais elle est bien là parce qu'on a quand même plus d'habitants sur notre territoire. Et si on s'intéresse aussi à la baisse de la production, quelles conséquences on peut anticiper pour les industriels? C'est des abattoirs qui vont être fragilisés dans les prochaines années? Alors, sans aucun doute, alors on a un peu une particularité en France, et là on le dit à nos amis européens, où on parle small is beautiful. On est vraiment à mettre une image de tout ce qui est petit et vertueux et bon, et tout ce qui est gros et méchant et vilain, et ne produit pas des produits de qualité. Et je crois que sur ce point-là, comme vous l'avez dit, on va avoir de toute façon, inéluctablement, des fermetures d'abattoirs, des outils qui transforment les animaux vivants en viande. Pour autant, politiquement, et ça c'est une problématique majeure, on va entretenir pour des maillages territoriaux, et qui ont d'ailleurs été rappelés par la Cour des comptes française, sur le gaspillage financier pour financer tous ces outils. Et c'est cette problème ambivalence qu'on a, d'un côté, soutenir coûte que coûte des petits outils, et c'est pas reproche, qui ne vont pas forcément être aux normes, et de l'autre côté, on est contre le développement, et André l'a souligné, on sera de toute façon, dans toutes les filières, quelles qu'elles soient, obligé d'augmenter la taille des élevages, des abattoirs, de tous les outils, parce que c'est nécessaire pour la pérennité d'une activité quelle qu'elle soit, au niveau économique. On ne peut pas faire autrement. Et
dire le contraire, c'est induire les gens en erreur, malheureusement. Merci beaucoup Thierry Meyer. On vous retrouvera aussi plus tard sur les autres parties, notamment sur le port. Mais là, je vais me tourner vers Martial Deniol pour voilà, sur la partie baisse de production. Est-ce que vous pouvez nous raconter sur le terrain comment c'est vécu voilà, par vous et vos collègues éleveurs, et peut-être André Sergent, si vous voudrez dire un mot sur le même sujet, c'est aussi votre rayon. Et après, on passera à la partie porcine. Merci. C'est ce fait silencieusement et je dirais presque tranquillement, enfin tranquillement. Ça se fait maintenant tranquillement, et en fait, la hausse des cours de la viande bovine, qu'on connaît depuis 2 ans maintenant, enfin, au moins 2 ans, en fait, a été un accélérateur de décapitalisation. C'est-à-dire que des éleveurs qui étaient assez âgés se sont dit, finalement, c'est l'opportunité de vendre mon cheptel à un prix correct, donc des capitalisations. Allez, on n'est pas dans les nuances. Donc voilà, ça je crois que c'est le premier élément. Après, le problème de la rentabilité de la viande bovine, j'ai envie de dire aussi, on n'est pas que des Français ici, mais je pense que de temps en temps, il va falloir aussi qu'on regarde autour de nous. La France est un peu particulière pour la viande bovine, qui a un cheptel laitier, qui a un cheptel race pure important, la moitié à peu près, alors que bon nombre de pays, la viande bovine est d'origine laitière. Et j'ai dit à des collègues un jour qu'un modèle économique où on élève une vache qui vaut 2000 € sur un hectare qui en vaut 5000 € pour faire un veau par an, je trouvais que le système n'était pas forcément très efficace. Mes collègues n'ont pas aimé ce que je leur ai dit, mais ils n'ont jamais pu prouver que j'avais tort. Et voilà, et en fait la hausse, même si la hausse actuellement des cours est bien, ça ne règle pas l'équation économique. Et donc moi, mon sentiment, au moins pour l'ouest de la France, il va falloir qu'on ait une réorganisation de la viande bovine, et une viande bovine qui vienne plus du cheptel laitier que du cheptel allaitant. Les choses sont en train de se faire, et en fait la question maintenant qu'on a devant nous, et c'est là où peut-être aussi la question peut-être avec les abatteurs, d'être capable de dire, est-ce qu'on est capable d'imaginer une organisation un peu différente? Quand on circule dans les grands pays laitiers, Herbagé, enfin un grand pays laitier, il y a toujours un cheptel à viande, mais plutôt ici le cheptel laitier. Alors c'est, suivant les pays, bon, si on prend l'Irlande, Nouvelle-Zélande ou autre, on voit bien des choses différentes. Voilà de ce que je tenais à dire, mais de temps en temps, il faut aussi être capable de balayer devant sa porte. Alors, juste sur cette décapitalisation, que je dirais subie ou forcée, nous ici, elle est plutôt subie. Et en tant que responsable agricole, je ne le vis pas bien, parce que beaucoup de mes collègues, depuis déjà des années, me disaient, n'avaient de cesse de me dire, tu vas voir ce qui va arriver. Et on y est. Et donc c'est pour ça que je ne le vis pas forcément très bien, mais c'est le constat. Bon. Merci. Alors on va passer maintenant à la filière porc. Donc Vincent Châtelier, je vous laisse là aussi quelques minutes pour faire la présentation et l'introduction du sujet. Alors, sur la filière porcine, vous êtes un collab, puisque vous avez visité, je crois, un élevage cet après-midi. J'imagine que l'agriculteur vous a donné l'essentiel. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est l'évolution de la production et de la consommation de viande porcine à l'échelle de l'Union européenne à 27. En fait, là aussi, il y a une baisse de la production et une légère baisse de la consommation de viande porcine dans l'Union européenne à 27. Ce qui veut dire que quelque part, d'ailleurs, l'Union européenne est une zone du monde qui produit peu de viande. Il faut le dire d'entrée, puisqu'on doit produire à peu près 12% de la production mondiale de viande pour une population qui représente 5,6% de la population mondiale. Donc on est 88% de la viande produite dans le monde n'est pas faite en Europe. Je
pense que c'est important de le rappeler, et donc voilà, il y a une baisse de production. Alors c'est un secteur, comme vous le savez, les pays sont représentés, je crois ici, un secteur sans partage, hein, c'est un secteur où vous avez deux mastodontes, donc l'Espagne et l'Allemagne. Donc l'Espagne qui fait aujourd'hui 23% de l'abattage de porc à peu près au niveau européen, et puis l'Allemagne qui fait 20%. C'est-à-dire que 2 pays sur 27 font déjà 43%. Alors la France, c'est un petit offreur, puisque nous réalisons à peu près 10%, et depuis d'ailleurs très longtemps, aux alentours de 10% de l'offre européenne de viande porcine, ce qui nous amène dans des niveaux pas très loin des Polonais, qui sont à 8%. Bref, on est un petit offreur, en fait, même si on est dans une région où vous allez me dire que la production porcine est très concentrée en Bretagne, on reste un petit offreur. Alors si on regarde un petit peu l'évolution de la production depuis 10 ans dans chacun des grands États membres concernés, en fait, bon, il y a eu, pour ce qui est de l'Espagne, un engouement extraordinaire de la production qui est lié beaucoup à la capacité qu'a eu ce pays à commercialiser de la viande porcine, notamment vers la Chine, dans une période où ils étaient très acheteurs de viande porcine sur le marché mondial. On a l'Allemagne, qui historiquement est un grand offreur, mais qui prend un peu du recul, là, en baisse de production. Si bien qu'on a atteint des niveaux qui étaient beaucoup plus élevés il y a quelques années. La France 3e, la Pologne, ça ne bouge pas beaucoup. Les Pays-Bas, comme vous savez mieux que moi, il y a beaucoup de débats sur la place des productions animales dans un territoire qui est très exigu. Ça veut dire qu'en fait, voilà, c'est l'Espagne qui est en bonne santé, quoi. Et puis les autres pays sont plutôt à la traîne. Et quand je vous dis à la traîne, les chiffres récents nous le montrent. C'est-à-dire que dans tous les États membres de l'Union européenne, là c'est les abattages de porc, on va dire sur les 6 premiers mois de l'année 2023, on est clairement en recul sévère, hein, dans tous les pays européens en viande porcine, à telle enseigne qu'on se demande même si à un moment donné il va pas falloir en importer, j'exagère, mais de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est en une chute de production. Alors la chance qu'on a dans l'Union européenne, c'est qu'on n'a pas d'importation de viande porcine. C'est comme dans le secteur du lait, on n'a pas d'importation. L'essentiel du commerce passe par le canal des exports. Mais quand même, les tendances récentes ne sont pas très glorieuses. Pour ce qui est de la France, eh ben, on va réutiliser le même mot magique de ce soir, qui est la décapitalisation. Je crois qu'on ne se rend pas suffisamment compte parce qu'il y a énormément de progrès, mais comme dans beaucoup de pays, hein, il y a énormément de progrès dans les fermes, dans les exploitations, l'amélioration de la productivité animale, l'amélioration du gain moyen quotidien, enfin, tous les indicateurs techniques continuent à progresser alors même qu'on a déjà fait beaucoup de progrès depuis 40 ans, si bien que finalement si on raisonne plus froidement, non pas en abattage mais en cheptel, la décroissance est très sévère. Prenez par exemple le nombre de truies en France. Nous avions 1,3 million de truies en France en 2002. 20 ans plus tard, nous sommes à 869 000. Ça veut dire qu'on a perdu 500 000 truies en 20 ans. 500 000 truies sur 1,3 million. C'est juste gigantesque. C'est-à-dire que, heureusement que les agriculteurs se sont retroussés les manches et ont été capables d'améliorer les performances techniques, parce que si on s'était basé que sur la décroissance de cheptel sans performance technique, on serait complètement à la ramasse. On est à l'équilibre productif entre production et consommation, mais dans un déséquilibre très fort en termes de cheptel. Alors, autre point, c'est que la production française, en gros, elle est exprimée en rose par choix de couleur adapté, on va dire, depuis 20 ans, en gros, c'est une platitude. En gros, on a une platitude de la production porcine à cheptel décroissant. Et bien, c'est exactement la situation du secteur laitier. On a une platitude de la production à cheptel décroissant. Ça veut dire que si on continue comme ça, c'est qu'on a un espoir énorme dans l'amélioration de la performance technique. Parce qu'on s'engage dans des idées où le cheptel continuera de baisser, comme si la performance technique n'avait pas de limite. Or, la performance technique, elle a d'autant plus de limites que le coût de l'argent est élevé, donc pour pouvoir investir, que le prix des intrants est élevé, qu'on commence à regarder autrement, et donc je pense que le pari, il est fort. Alors aujourd'hui, quelque part, rien de grave cependant. On a une production qui est au niveau de la consommation. On est même un peu fiers d'être à 101%. Mais 101%, au rythme où on va, je pense qu'on va découvrir, je pense l'année prochaine, ou l'année suivante, ou peut-être même dès décembre, que la France, mais c'est un truc de dingue,
que la France va devenir déficitaire aussi en viande porcine. C'est-à-dire déficitaire en viande bovine, en viande de volaille, en viande ovine, et on va basculer en porc. Donc dans toutes les viandes, la France va devenir déficitaire au rythme où nous allons. Et donc aujourd'hui, la France, elle se distingue par la faiblesse de son solde commercial, qui est exprimé ici, par rapport évidemment à l'Espagne, à l'Allemagne, au Danemark. Il y a quand même beaucoup de pays qui sont très excédentaires dans cette production, comme vous le savez. Et on va très vite vers la fin. Les exportations de la France en viande porcine, je dirais, on a profité de la Chine, mais là je passe sous l'œil d'un spécialiste, mais on a quand même eu un revers de fortune depuis quelques temps, puisque la Chine a réduit ses importations, c'est la partie rouge sur le graphique. Et puis ensuite, on a évidemment l'Espagne, mais bon, ils nous en mettent plus que ce qu'on en vend. Et puis vous avez l'Italie. Mais regardez la partie italienne, en vert. Elle est en fort recul. C'est-à-dire qu'en fait, nos clients, on n'a pas beaucoup de clients qui sont en augmentation de volume. Alors la Chine nous a un peu aidés, mais comme on a de moins en moins d'offres, eh ben, on risque de perdre des clients aussi par le fait qu'on est moins tonique. Pour ce qui est des importations, c'est quand même assez connu et assez clair, mais ça concerne d'autres pays européens. On a un mastodonte, deux mastodontes qui fournissent la France, l'Espagne, comme vous le voyez en jaune, et l'Allemagne. En gros, depuis une dizaine d'années, la part de ces deux pays dans la fourniture du marché domestique, elle est restée relativement stable. On a une petite montée, même pas, de l'Italie, c'est vraiment... Donc en gros, on a deux fournisseurs. Donc là aussi, et c'est la fin, là aussi on vit dangereusement en France. C'est-à-dire qu'on est en train de décapitaliser en cheptel, d'espérer que la performance à l'animal nous fasse des volumes, dans un contexte où la consommation ne baisse pas tant que ça, si bien qu'on va devenir déficitaire dans un monde où nos fournisseurs auront peut-être d'autres clients que nous. Je pense à l'Espagne, qui est quand même un fournisseur naturel, hein, et je pense à l'Allemagne qui a aussi, il y a d'autres clients potentiels. Donc on est quand même très dépendant de deux pays, même si les volumes qui ont été faits en Espagne sont tels qu'on sera quand même fourni, parce qu'on est sur la route, comme on dit, hein, avec ce pays-là. Donc quelque part, je dirais que l'économie porcine en France, elle est à la recherche d'un second souffle, et le second souffle, il passera par une chose très simple, c'est l'investissement dans des nouveaux bâtiments d'élevage, chose, je ne sais pas dans vos pays, qui est très difficile à entrevoir en France parce que la production est géographiquement concentrée pour les 2/3 dans une seule et belle région qui s'appelle la Bretagne. Et si bien que l'extension des élevages ou le renouvellement des élevages, à chaque fois, et les professionnels le savent mieux que moi, à chaque fois est un véritable défi du quotidien sur le terrain pour les acteurs qui s'engagent. Dans un contexte, je rajoute ce dernier point, où le coût de l'argent, l'augmentation des intérêts dans des secteurs où il faut quand même investir beaucoup, c'est quand même déjà très coûteux en tant que tel de reprendre des exploitations porcines, est une nature, si vous voulez, à pénaliser l'installation. Donc on a intérêt en France de se serrer les coudes et d'identifier les nouveaux porteurs de projets pour rester autosuffisants dans la filière porcine. Merci Vincent. Alors tout à l'heure, il y a Sébastien Aubeau, donc l'agriculteur qu'on a rencontré, qui nous disait que les cochons français, il faudrait qu'ils aient trois jambons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces déséquilibres entre consommation et production, au niveau des morceaux en fait que l'on consomme? Ouais, alors, je vais laisser les spécialistes parce que là, franchement, oui, je pourrais poser cette question à mais je vais rajouter une chose, la France est excédentaire en volume et elle est déficitaire en valeur. Et souvent on dit que notre pays, la France, est un grand pays, on fait des produits excellents de qualité, vous verrez ce soir. C'est vrai, mais n'empêche que les produits qu'on vend en viande porcine valent moins cher à la tonne que les produits qu'on importe. Donc ça veut dire qu'on n'est pas un pays de la valorisation commerciale de notre filière par le canal de la qualité. Et je laisse la parole aux experts pour le reste. Oui, tout à fait, parce que ce qu'a dit Vincent est vrai. Notre balance commerciale est déficitaire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on exporte des produits, même si on les exporte sur la Chine, on a plutôt tendance à exporter des produits, on va dire bruts, donc à faible valeur, et à l'inverse, on importe beaucoup de produits transformés, la charcuterie italienne, la charcuterie espagnole, la charcuterie allemande, qui garnissent de plus en plus les rayons en grande distribution. C'est ça, un constat, c'est pas du tout un reproche. C'est parce que c'est ce que mangent les Français.
C'est parce que je pense que ça répond tout à fait à une attente consommateur qui attendent des bons produits. Et force est de constater que les produits qui sont importés tranchés fins correspondent tout à fait aux attentes des consommateurs. Donc ça, c'est le premier volet. Je vais rebondir quand même sur un point qui n'est pas cité sur la production. Mais bien sûr, je laisserai la parole à André sur ce volet-là. Je pense qu'on a des producteurs très performants, mais pas compétitifs. Alors, vous allez me dire, mais c'est paradoxal. Ils sont performants parce que, comme on l'a dit, on fait de plus en plus de kilos avec moins d'animaux et de moins en moins de kilos d'aliments. Sauf que, quand on prend la chaîne complète, on a quand même au sein du marché, et vous l'avez vu, Vincent vous l'a dit, on n'est pas dans un marché, on va dire mondial, même si on a la Chine qui va nous valoriser quelques produits, on est dans un marché européen. Et dans ce marché européen, où on dit qu'on a une politique agricole commune, on a bien sûr des règles sociales pas communes. Je rappelle que les salaires en France, et non pas qu'on veut les baisser, hein, sont le double de nos chers compatriotes qui sont de l'autre côté des Pyrénées. On a eu le même volet côté allemand, mais malheureusement la Covid a balayé cet avantage-là avec les travailleurs détachés. Et le deuxième volet, malheureusement pour nos amis germaniques, ils ont eu la FPA, qui les a aussi handicapés. Mais on a une distorsion de concurrence sur des... Donc la FPA, expliquez. Alors, la FPA, tout pays, même si je devance, effectivement, la FPA a quoi comme conséquence? Dès que le pays... Ah oui, pardon, excusez-moi, la fièvre porcine africaine. Voilà. Et la fièvre porcine africaine, quand elle arrive dans un pays, les frontières sont fermées. Et on a besoin d'exporter certaines pièces, et on a besoin d'importer d'autres. Et quand on exporte des pieds sur la Chine, le premier impact, quand le pays est touché par la fièvre porcine africaine, c'est la fermeture des frontières. D'accord. Très bien. Alors, André Sergent, je reviens vers vous, mais effectivement, là aussi, la Bretagne est la première région productrice. Comment vous réagissez là aussi par rapport à ce qu'on vient de voir, à ce contexte? Quelles sont vos réactions? Alors, sur l'échiquier national, la Bretagne, la moitié des porcs produits en France sont faits en Bretagne. Voilà, c'est très clair, 50% de la production est en Bretagne. Alors après, nous à la production, sur ce qu'a dit Vincent Châtelier, je vais être très clair. Moi, il y a 20 ans, avec 27, 28 porcs sevrés par truie, j'étais très bon. Et aujourd'hui, on est arrivé en gros à 35. Voilà pour vous situer concrètement. Et tout ça avec des indices de consommation, c'est-à-dire une quantité d'aliments pour produire 1 kg de viande qui a aussi fortement baissé, parce qu'aujourd'hui dans les bons élevages, comme celui que vous avez été sans doute voir, on descend même à 2,5 kg d'aliments pour faire 1 kg de viande. Donc on est très performant sur le plan technique. Par contre, gros problème sur le volet investissement. Aujourd'hui, en Bretagne, au niveau sociétal, ça devient impossible de sortir une porcherie de terre. Impossible. Oui. Alors que... Parce qu'il y a une opposition des voisins. Il y a des oppositions systématiques un peu partout. Au début, bien sûr, il y avait des endroits un peu particuliers en lien avec des sites sensibles, et notamment des zones touristiques. Mais aujourd'hui, c'est même partout, quoi. Et donc, ça m'inquiète quand même, quand je sais qu'un certain nombre partent en retraite, quand je sais qu'il y a des bâtiments qui sont très vieillissants et qui vont s'arrêter si on ne peut plus rien faire à côté, comme disait Vincent Châtelier. Là, je pense que les chiffres... Ça va décourager. Là, ça va même s'écrouler. Donc voilà, je tenais à le dire ça aussi. Et pour finir, sur la biosécurité et la peste porcine, ou la fièvre porcine africaine. La Bretagne a un atout énorme, c'est que sur l'échiquier mondial, quand on regarde le pays, ben nous on est tout au bout avec la mer tout autour quand même, quoi. On n'est pas une île, mais quand même, on a quand même la mer autour de nous et c'est quand même un atout sous l'angle sanitaire. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, à l'échelle de nos exploitations agricoles, on a fait un gros travail aussi depuis 2-3 ans là maintenant sur ce qu'on appelle la biosécurité, c'est-à-dire comment on protège chaque élevage par rapport à cette maladie qui peut venir, et notamment en lien avec la faune sauvage, les sangliers qui sont aussi autour de nous. Oui, donc vous prenez les devants d'une certaine façon. Complètement. Alors Thierry Meyer, le prix du porc est à quand même un niveau encore très élevé.
même s'il a baissé dernièrement. Hein. Alors, comment vous réagissez, et puis comment réagissent les abattoirs par rapport à ça? Et puis, la viande de porc est principalement commercialisée dans les supermarchés. Quelles sont les conséquences sur les relations commerciales avec la grande distribution? Est-ce que vous avez réussi à récupérer les hausses de prix avec les grandes, avec les Carrefour, Leclerc, Auchan et compagnie? Alors, premier volet, il ne faut pas dire que la viande de porc est chère, parce que je rappelle que s'il y a eu une décapitalisation forte de la production, c'est parce que ça fait suite à un épisode catastrophique économiquement en 2021, mais qui a touché le Danemark, l'Allemagne, différents pays, et qui a de fait découragé les gens de produire. Donc vous avez le balancier après où ça remonte les cours, et je rappelle que les intrants pour la production de porc ont largement aussi augmenté, et donc qui renchérit le porc. Donc, parce qu'on dit que le porc a augmenté de 37% à fin août versus 2022, mais tout est relatif. Le prix, je dis c'est relatif. Alors, quant à la répercussion après de ces hausses tarifaires auprès de la grande distribution qui effectivement distribue en France à peu près 70% de la viande de porc, alors un quart sous forme de viande fraîche, trois quarts sous forme de charcuterie, il y a des régimes différents. Le quart de viande fraîche, c'est négocié de manière pratiquement hebdomadaire, donc suit le cours de la viande, quand la viande monte, la viande que l'on vend au magasin monte. Et puis après, il y a le volet charcuterie ou produits élaborés, où là on est sur des cycles de négociation normalement annuels, même si on a mis en place une nouvelle voie sur les relations commerciales nouvelles, en intégrant les prix de la matière, donc ce qu'on appelle une indexation des prix. Elle s'est faite, sauf que, entre-temps, on a eu le volet énergétique qui a littéralement explosé et qui a de fait impacté le prix, et ces coûts industriels hors matière n'ont pas été répercutés. Et de fait, nous avons eu difficulté effectivement à répercuter la hausse. Et le troisième point qui n'est pas neutre, mais qui est transversal sur toutes les filières animales, c'est l'inflation. Rappelez-vous, on connu l'inflation. L'inflation date des années 80. Là, on a eu une inflation débordante, si bien qu'aujourd'hui, c'est la première fois depuis aussi les années 80 où on a une baisse en volume, pas en valeur, une baisse en volume de l'alimentation dans sa globalité, avec comme variable d'ajustement, malheureusement, la viande. Et quand je dis la viande, c'est pas la viande de porc, c'est pas la viande de bœuf, c'est pas la viande d'agneau ou de veau, c'est la viande en général. Donc on a eu ce phénomène d'inflation qui en 2023 a impacté de manière très forte la consommation de viande des achats des ménages par rapport effectivement à cette variable d'ajustement. Le budget disponible des ménages n'ont pas pu modifier sur l'énergie parce que ça a augmenté, n'ont pas pu modifier la facture de téléphone parce que ça devient indispensable et on ne veut pas y toucher. Et c'est l'alimentation qui a été la variable d'ajustement, avec dans l'alimentation beaucoup la partie viande. Et les répercussions se font, mais on est face aussi à une baisse de la volumétrie parce qu'aussi on a des distributeurs, même s'il y en a autour de la table, ça ne me dérange pas, qui, dans les produits comme la charcuterie, c'est vrai sur mon collègue, sûrement de la partie volaille, appliquent de coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire par rapport au prix d'achat et au prix de vente consommateur, ils ont voulu garder leur niveau de marge. Et on arrive à des prix de vente consommateur en France par rapport à d'autres pays européens voisins, que sont l'Espagne, l'Allemagne, on fait des relevés de prix, hein. Moi-même j'y vais regarder, on a un décalage fort à prix d'achat identique sur les prix de vente effectivement très pénalisants et très forts en France, qui de fait impactent durablement la consommation. Alors, dernier point, et puis on s'arrêtera sur le porc. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la fièvre porcine africaine. Donc, comment là aussi vous vous préparez
en termes de sécurité? Alors, déjà, la fièvre porcine africaine, ce qui est très important, je vais résumer, c'est de maintenir notre capacité à exporter sur l'Asie, notamment, j'ai dit sur l'Asie, des produits qu'on ne consomme pas en Europe, notamment sur la Chine, des pieds, des oreilles, des têtes, des groins, des os, hein, parce que leurs habitudes de consommation sont différentes. Donc c'est de garder ce potentiel. Pour garder ce potentiel, il faut garder notre sanitaire en France. Et là-dessus, notre sanitaire est très important et mené entre la production et les différents acteurs de la filière. Et donc ce que l'on a fait, c'est de travailler avec les autorités chinoises, parce que je rappelle que la Chine est le premier client de la France, bien avant l'Italie, bien avant l'Espagne, c'est la Chine. Et on a travaillé avec eux sous l'impulsion très politique, hein, je le dis, grâce au président Macron qui en 2019 est allé en Chine avec le président Xi Jinping et qui ont scellé et qui ont envisagé à cette époque-là un accord sur la régionalisation et qui a été, avec l'événement Covid, qui a été acté en 2022, et nous sommes le seul pays qui a un accord de zonage avec les autorités chinoises sur la fièvre porcine africaine. Et que, comme l'a dit André, on est situé, le gros de l'exportation est en Bretagne. Aujourd'hui, elle est à la porte de nos frontières, à l'Italie, l'Allemagne, mais qui vient encore plus de Pologne. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un accord de zonage pour ceux qui... Ah oui, alors un accord de zonage, en fait, comme je vous disais, si un pays est touché par un sanglier qui a la fièvre porcine africaine, dans la minute qui suit, les frontières sont fermées. Je parle des frontières vers les pays tiers. Et comme je vous le disais, exporter des produits en Chine notamment, c'est, alors ça vous paraît bizarre, mais ça permet d'avoir une viande compétitive sur notre marché intérieur, qu'il soit français ou européen. Parce que vous exportez des pieds avec des valeurs qui sont sans commune mesure avec celles que vous auriez en France. Donc ça, c'est immédiat. L'accord de zonage, c'est quoi? C'est de dire, on prend un accord, si on avait un cas de fièvre porcine africaine sur notre territoire, exemple, proche de l'Italie parce qu'elle est à 55 km, ou proche de l'Allemagne, même s'il y a le Rhin, on a eu un cas à 6 km de Colmar. S'il y avait ces zones-là, on prend ce qu'on appelle un accord avec les autorités chinoises et on dit de ces zones à définir, on n'exportera pas, mais ça ne handicape pas les autres régions d'exporter sur la Chine. Et en fait, on ne bannit pas tout le pays, on va bannir une partie du pays, et c'est ça ce qu'on appelle un accord de zonage. Et vous êtes les seuls, pour l'instant, à avoir cet accord? À ce jour, nous sommes les seuls à l'avoir au monde avec les autorités chinoises. D'accord. Et on essaye de dupliquer ça avec les Japonais, pas encore réussi. Par contre, on a un accord de zonage européen avec les autorités sud-coréennes, voilà, qui a été mis en application, parce que même nos amis allemands peuvent exporter, certains outils peuvent exporter sur la Corée du Sud, parce qu'effectivement la consommation est bien là, et comme l'expliquait Vincent, on ne consomme que, on ne produit que 12% des viandes, on n'en consomme que 6%, et la consommation est en Asie. Ok, merci. Merci beaucoup Thierry Meyer. Comme tu le disais Nicole, on va maintenant passer à notre dernière partie sur la volaille. Donc viande de volaille, donc c'est la volaille de chair. Je vais passer la parole donc pour 5 minutes à Monsieur Châtelier. Vincent, c'est à vous. Donc sur la volaille, on a un graphique un petit peu différent au niveau de l'Union européenne. On voit que finalement c'est une des seules viandes pour lesquelles on anticipe une légère augmentation de la consommation. C'est la seule viande pour laquelle il y a une augmentation de la consommation et on anticipe le fait, en tout cas pardon, on anticipe le fait en bleu que la production dans l'UE à 27, parce que ça a beaucoup changé depuis que le Royaume-Uni est sorti, on anticipe le fait que la production européenne sera excédentaire par rapport au niveau de consommation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'import, et notamment des imports de plus en plus en provenance aujourd'hui d'Ukraine,
qui est un pays qui déstabilise un petit peu les équilibres historiques. Alors, dans le secteur de la volaille, les équilibres sont un peu moins, sont un peu plus équilibrés, je veux dire, en termes de production que dans la filière porcine. On a un leader devenu leader, la Pologne, qui produit à peu près 2,8 millions de tonnes de viande de volaille. En gros, c'est simple, ils ont fait x4 en 20 ans. Et on a quasiment, vous le voyez sur la courbe ici, quasiment aucun pays qui a connu une telle dynamique. Donc la Pologne est le très grand gagnant à tous les étages de la filière avicole à l'échelle européenne. Et puis ensuite, vous avez des pays comme la France, qui était en première position dans les années 2000, qui tranquillement a décroché, si bien qu'aujourd'hui la France est en 4e production en termes de production globale, de tonnage globaux en viande de volaille. Donc c'est clairement une filière où les réaffectations locales à l'intérieur de l'Union européenne ont joué plein pot, avec peut-être, mais on le verra tout à l'heure, peut-être une influence forte du coût du travail dans cette filière, et notamment quand on voit le développement de la Pologne et tout ce qui est lié à l'abattage en fait dans ce secteur spécifique et très consommateur de main-d'œuvre. Alors pour ce qui est de la France, en fait, on a une baisse de la production depuis 2000 qu'on peut estimer aux alentours de 20%, qui a été très forte entre 2000 et 2006-2007. Et puis depuis 2006-2007, on était à peu près stable. Et là, avec les problèmes sanitaires, on a redécroché de nouveau en production, pour avoir tout à l'heure dans la conjoncture, mais on a rebaissé en production, si bien qu'aujourd'hui, le niveau de production de volaille en France, il est ici. En fait, il faut remonter à plus de 35 ans pour retrouver l'équivalent productif. Donc on n'a jamais produit aussi peu de viande de volaille en France pour toute la dernière génération d'agriculteurs. Alors le poids de la filière volaille dans la fourniture de viande en France, aujourd'hui c'est à peu près 30%. 30% de la production de viande française est issue du secteur avicole, quand c'était, il y a une cinquantaine d'années, que 10 à 15%, mais c'est valable dans tous les pays. Alors, en termes de balance commerciale, la France est devenue déficitaire. Elle est devenue déficitaire en volume et elle est déficitaire en valeur. Sur les deux créneaux, on est perdant. On a un déficit qui, exprimé ici en milliers de tonnes, est à peu près de 390 000 tonnes de déficit, c'est quand même pas rien. Et nous avons une montée en puissance de la Pologne, donc on voit bien notre déséquilibre, il a pour corollaire la montée en puissance absolument colossale de la Pologne, qui est rendue aujourd'hui à une balance commerciale positive de 2 millions de tonnes, quand notre déficit est de 400 000 tonnes. Et puis ensuite, si on fait abstraction de la Pologne, ben finalement, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont été très dynamiques au cours des dernières années. En fait, je dirais c'est la Pologne, il n'y a rien d'autre, quoi, si on veut simplifier le dossier. Alors, la courbe, moi je donne des cours dans les écoles d'agro, et j'aime bien cette courbe-là, parce qu'en économie, on cherche des graphiques très, très illustratifs. Donc celui-là, il est parfaitement illustratif. Vous avez en rouge les importations de la France en volaille, et vous avez en bleu les exportations de la France en volaille. Donc les choses sont, c'est magnifique, des graphiques comme ça. Sur 22 ans, c'est une réussite totale, si bien que notre déficit, et ça fait 10 ans qu'on dit qu'on s'occupe de notre déficit. Ça fait 10 ans qu'on espère améliorer cette situation déficitaire. Et force est de constater, je n'ai pas les chiffres. C'est l'État français, je ne vais pas parler à la place de l'interprofession, mais on est quand même nombreux à entendre parler de la filière volaille de temps en temps. Ça fait 10 ans qu'on essaye de dire qu'on s'en occupe, et en fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Les chiffres de 2023, plutôt une bonne nouvelle pour ce qui m'arrange quand je fais des cours, les chiffres de 2023 vont être encore plus négatifs. C'est-à-dire que la dynamique de déséquilibre de la balance commerciale est en train de s'accélérer. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a de moins en moins de clients pour la volaille française. Je veux dire deux choses.
La première chose, c'est que la volaille française de qualité, on a des filières de qualité qui représentent 25-30% de nos volumes, ne s'exportent pas. Nos bons produits ne s'exportent pas. Premier message. Et deuxième message, nous avions une spécialisation, notamment en Bretagne, qui était d'exporter du poulet entier congelé, une entreprise qui était spécialisée là-dedans, qui s'appelait Doux. Et en fait, ces exportations de poulet entier congelé à destination surtout de l'Arabie Saoudite ont considérablement baissé parce que nous avons dû apprendre, Français que nous sommes, que la politique agricole commune allait s'imposer à nous en supprimant les fameuses restitutions aux exportations, chose qu'on a mis plus de temps que les Hollandais, s'il y en a dans la salle, on est toujours derrière, plus de temps que les Hollandais à accepter l'idée qu'un jour, ces restitutions allaient être supprimées. Deuxième message, sur les importations, je crois que le graphique il est très très clair, les importations se portent bien. Les importations se portent bien en provenance de la Pologne, de la Belgique, des Pays-Bas, et pour les Pays-Bas on peut discuter, parce que la provenance on ne la connaît pas toujours d'ailleurs, et marginalement de l'Allemagne. Donc les importations en fait fournissent le marché domestique, et on arrive à la fin. Aujourd'hui, alors qu'on dit qu'on a de la bonne volaille en France, on a beaucoup de débats sociétaux très sympathiques, on est aujourd'hui à 42 ou 43% de la consommation française de volaille qui est importée. Parce qu'en fait, on n'a pas été capable, je suis peut-être un peu dur, mais on n'a pas été capable de développer une filière qui était attendue sur le marché national, qui était la filière d'une volaille, on va dire standard, à bas prix, capable de fournir la restauration hors domicile. On n'a pas été capable de le faire, les filières de qualité se portent convenablement, mais il n'y a plus de progrès, et donc on a trouvé le moyen ailleurs pour s'approvisionner. Si bien qu'aujourd'hui, dans certaines filières, je termine là-dessus, si vous prenez, je passe sous le contrôle de ceux qui connaissent mieux que moi, dans certaines filières, par exemple le poulet, qu'on consomme dans la restauration hors domicile, cantine scolaire, etc., sandwicherie, tout ça. Alors c'est des travaux de l'AMD, on serait à 80% du poulet consommé dans ces filières qui n'est pas français. Et on passe beaucoup de temps le week-end à dire qu'on a la meilleure volaille du monde parce que la volaille de qualité en France n'est consommée que le dimanche. Mais on n'a pas trouvé mieux en France que dans les autres pays que d'avoir une semaine à 7 jours et donc ça ne fait pas. Voilà. Merci pour ça. Merci beaucoup. Donc je vais maintenant passer la parole à Yann Nedelec qui a sûrement beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Avant de parler d'un sujet important qui est l'influenza aviaire, je voudrais d'abord vous interroger sur les importations. Voilà, je sais que c'est un des axes les plus importants de la politique de l'interprofession. Voilà, c'est d'essayer de reconquérir les parts de marché face aux importations. Oui, tout à fait. Je voudrais juste rajouter quelque chose. En France, on ne produit que de la volaille de qualité. On a juste des signes de qualité officiels qui sont le label rouge et bio. Et c'est vrai que c'est près de 20% de la production, mais tout le reste de la production française, c'est aussi de la volaille de qualité. Voilà. Concernant les importations, en effet, c'est une priorité depuis plus de 10 ans de lutter contre l'augmentation des importations. Et c'est vrai que force est de constater que l'augmentation des importations ne faiblit pas. On est à un poulet sur 2 consommé en France qui est importé. Et on était, si on parle simplement de volaille, dans les années 90 à 10% et au début des années 2000 à 25%. Alors, il y a quand même des choses qui sont faites par les opérateurs. Alors, notamment, c'est vrai qu'on a sans doute à un moment donné loupé le coche pour répondre à la demande de la restauration hors domicile ou de ce qu'on appelle le food service, enfin tous les produits élaborés qui sont aujourd'hui en augmentation de consommation. Mais il y a des investissements importants qui se font dans les abattoirs, notamment pour en effet répondre à cette demande qui est sur des produits standardisés, pas cher en tout cas bon marché, mais quand on voit le prix d'un repas à la cantine pour ses enfants, je veux dire, on comprend comment il faut y répondre. Donc il y a quand même une dynamique, en tout cas dans certains groupes, qui est en place. Mais ce qu'il faut mettre en face de ça, c'est que il y a la question de la compétitivité, mais on a aussi eu ces dernières années des accords commerciaux internationaux qui ont été passés, qui ouvrent complètement les vannes au volume de poulet. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que la viande de poulet, c'est la viande la plus importée dans l'Union européenne. On est à plus d'1 million de tonnes par an importées depuis les pays tiers, dont près de la moitié qui vient du Brésil,
de plus en plus en effet l'Ukraine. Sur les 4 premiers mois de 2023, c'est un quart de la viande importée, de la viande de poulet importée dans l'Union européenne qui est ukrainienne. Je vais m'attarder un peu justement sur l'Ukraine. Sur les 4 premiers mois, l'Europe a augmenté de 137% ses importations depuis l'Ukraine. C'est-à-dire on a 80 000 tonnes sur les 4 seuls premiers mois. Et quand on regarde certains pays européens, notamment la Hollande, ils ont augmenté, les Pays-Bas, ils ont augmenté leurs importations de poulet ukrainien sur les 4 premiers mois de 2023 de 181%. Donc c'est colossal, et c'est vrai que ce soit Pays-Bas, Belgique, en France, on importe beaucoup de ces pays-là et de la Pologne, et c'est vrai que se retrouvent dans ces volumes-là beaucoup de volumes brésiliens, ukrainiens, etc. Donc je le disais, il y a quand même la filière qui fait des choses, les investissements, et après on se bat pour faire en sorte d'imposer l'étiquetage de l'origine obligatoire. Je crois que c'est important aussi qu'on puisse le dire. Alors c'est pas ce qui résoudra tout, mais quand on voit justement qu'on n'est pas capable de tracer la viande une fois transformée, qui vient d'Ukraine, du Brésil, etc., et c'est des volumes qui sont très importants, on ne permet pas au consommateur de faire un choix éclairé quand il achète un cordon bleu, des nuggets, quand il mange à la cantine du sauté de volaille, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, et on doit aussi convaincre un certain nombre de partenaires européens sur le sujet. Il y a aussi un sujet en volaille qui est difficile à éviter en ce moment, c'est l'influenza aviaire, la grippe aviaire. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler l'historique des dernières années, voilà, des différents épisodes, et ensuite nous présenter quelles ont été les conséquences de cette maladie sur le marché en France? Je ne vais pas faire un historique très détaillé, sinon on en a jusqu'au dessert, je pense, mais en tout cas, de dire que depuis 2015 ou 2016, on a subi aux alentours de 6 épisodes, parce que j'ai du mal à les compter, parce qu'il y en a qui sont à cheval les uns sur les autres, mais globalement, jusqu'à 2021, les crises d'influenza aviaire ne touchaient que le sud-ouest. La région sud-ouest donc impactait beaucoup la filière volaille de chair et canard à foie gras du sud-est, mais j'allais dire, on arrivait, enfin, en tout cas c'était contenu, c'était gravissime, enfin les impacts économiques, humains étaient très graves dans le sud-ouest, mais le gros des volumes en volaille de chair était préservé, si je peux dire ça comme ça. En 2022, début 2022, on a subi une déflagration en fait sur l'influenza aviaire qui est arrivée dans la région Pays de la Loire, qui est la deuxième région productrice en France, pratiquement 25% des volailles produites en France sont au Pays de la Loire, avec la crainte que ça déborde sur la Bretagne, où c'est un tiers des volailles qui sont produites. Donc les Pays de la Loire, c'est en dessous de la Bretagne, on va dire à l'est. Oui, à l'est de la Bretagne. Et un peu en dessous de la Bretagne. Voilà. Et donc, avec la particularité aussi de cette région d'abriter une bonne partie du secteur de la génétique, donc des reproducteurs, etc., donc qui a impacté durablement la reprise de la production. C'est pour ça qu'on a observé, Vincent l'a expliqué, une baisse de la production plus importante ces dernières années, et notamment en 2022. En 2022, on a fait moins 8% de production de volailles. Alors on espère que c'est momentané, de tels chiffres, puisque normalement, avec la vaccination, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'espère qu'on arrivera à faire en sorte que la production réaugmente à nouveau. Mais voilà, ça a impacté momentanément la production, et quand même sur un an et demi, durablement, puisqu'on a dû reconstruire des troupeaux de reproducteurs, c'est-à-dire les parents et les grands-parents des animaux qu'on commercialise par la suite. C'est 500 millions d'euros en 2021-2022 qui ont de pertes économiques pour la filière. C'est 30 millions de volailles depuis 2021 qui ont été victimes ou abattues du virus, préventivement. Et donc en matière de baisse de la production, je l'ai dit, c'est environ moins 8%. Et donc là, on espère qu'on est sur une pente ascendante. Et donc pendant que la production reculait fortement donc à cause de l'influenza, par contre la consommation, elle, a continué à progresser, et finalement ça a profité plus aux importations. Oui, là encore une fois, c'est sur des volumes. J'insiste sur le fait que sur l'influenza aviaire, c'était momentané quand même. C'est-à-dire que d'ailleurs, la baisse de la consommation, elle est surtout présente sur les espèces comme la dinde ou le canard par manque d'offres en fait, parce que c'est les filières qui ont été le plus impactées, le plus touchées par l'influenza aviaire. Sur le poulet, ça s'est relativement mieux passé, et là, et d'ailleurs, mieux passé pour le poulet qui prend la place de la dinde, de la pintade, du canard petit à petit, et ça c'est quelque chose que j'ai pas dit. C'est une des particularités de la filière française, unique au monde d'ailleurs. On est le seul pays à avoir une diversité aussi importante d'espèces de volailles élevées, le pigeon, la caille, la pintade, etc. Et c'est vrai que là, l'influenza aviaire a impacté
on consomme toujours toutes ces volailles, mais a affaibli la production de dindes, de canards, etc., qui sont des espèces beaucoup plus sensibles au virus et en plus beaucoup plus lentes à remettre en place. Vu qu'on est sur des cycles de production plus longs, c'est plus facile de remettre du poulet pour relancer un peu la machine que de la dinde. Et pour la première fois en 2023, on risque d'avoir la dinde et le canard déficitaires. Jusqu'à maintenant, c'était jamais arrivé. Quand on regarde le taux d'auto-approvisionnement, on était à plus de 100%, 101, 106%. Et là, on va descendre en tout de la part des 100%. Si on reste sur la production, où on en est aujourd'hui par rapport à l'influenza, quelles sont les perspectives? On parlera de vaccination un petit peu juste après, mais donc sur la production aujourd'hui, après tous ces épisodes, on redémarre enfin. Oui, on redémarre enfin. Alors, comme je le disais, en poulet, ça a redémarré plus vite. En dinde, c'est en train de redémarrer aussi. Le canard à rôtir, en revanche, qui est une spécificité française, c'est un peu plus long. Mais les professionnels alors au-delà des mesures de biosécurité qui ont déjà été abordées en ce qui concerne la filière porcine, en plus de ça, on a dû, depuis 1 an et demi, mettre en place des mesures drastiques de ce qu'on appelle la dédensification. Alors, je ne sais pas si c'est possible à traduire, mais c'est-à-dire diminuer le nombre d'élevages avec des canards de manière momentanée, en l'occurrence, sur une zone particulière. Et donc ça, heureusement, faut le dire que l'État, en l'occurrence, était présent pour accompagner économiquement les éleveurs qui, volontairement, dans certaines zones, ont décidé pendant la moitié de l'année, pratiquement, de ne pas produire de canards pour assainir la zone. Et là, en l'occurrence, la zone dont je parle, c'est 45 communes de la région Pays de la Loire dont je parlais tout à l'heure, où là, d'ici 3 semaines, on va pouvoir remettre en place des canards dans les élevages, à condition qu'ils soient vaccinés. Donc, j'allais dire, il y a quand même de l'espoir autour de la vaccination, mais il y a quand même eu des pertes importantes, et puis on va vacciner que les canards. Il n'est pas question de vacciner les autres espèces, il y a de tels enjeux au niveau de l'export qu'on se concentre aujourd'hui sur les canards. Oui, donc cette politique de dédensification, ça aboutit à des zones complètes où on n'a aucun canard. Oui, pendant une période de temps. Tout à fait, c'est ça. Et quand on est sorti de la crise cette année dans les Pays de la Loire aux alentours de mars-avril, les producteurs de canards, la filière canard et en vol ont décidé, avec l'État, de retarder la mise en place des canards dans les élevages de plusieurs mois pour assainir, observer, voir un petit peu ce qui se passe et éviter ce qui s'est passé les 2 dernières années. L'étape suivante, on l'attend avec impatience, c'est le nouveau moyen de prévention qui va être mis en place en France. C'est donc la vaccination. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On est le seul pays, je crois, en Europe à vacciner et à vouloir continuer à exporter, à faire la surveillance. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu comment ça va se passer? En effet, c'est un sujet complexe, puisque la vaccination, alors déjà bien précisé que la vaccination, telle qu'on l'a demandé et telle qu'elle va être mise en place, ne concernera que les canards à foie gras ou les canards à rôtir. On tient beaucoup à dire ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas question aujourd'hui de vacciner ni les poulets, ni les dindes, ni les autres espèces. Pourquoi on vaccine les canards? Parce qu'on s'est aperçu, en tout cas en France, que c'était une espèce très sensible à l'influenza aviaire, en tout cas les virus qui circulent aujourd'hui, et qui est en plus potentiellement plus excrétrice, puisque n'exprimant pas de symptômes dès le début. C'est-à-dire un troupeau de dindes, une fois qu'il est touché par l'influenza aviaire, en 24 heures, malheureusement, c'est à peu près terminé, ce qui n'est pas le cas des canards. Donc on va vacciner les palmipèdes, et c'est vrai que l'enjeu pour préserver les exportations, on sait déjà malheureusement qu'on ne les préservera pas toutes. Alors, il y a les exportations de viande, là sur le Moyen-Orient ça devrait plutôt bien se passer, dans d'autres pays aussi, mais on a déjà des pays qui nous ont dit, notamment le Japon, bon, quand vous mettrez en place la vaccination, on va faire une pause, en gros, alors je ne sais pas si c'est une pause qu'il faut dire, mais on va regarder comment ça se passe et on verra par la suite. Et il y a aussi des exportations, et ça on en parle moins souvent dans la filière volaille de chair, mais on est les leaders, et c'est le premier poste d'exportation de génétique animale, c'est la génétique aviaire. Les animaux d'un jour, les œufs à couver, enfin, et ça c'est très important, on est vraiment les leaders, notamment sur les espèces les races rustiques, la belle rouge, bio, etc., qui nous servent à faire de la belle rouge, du bio, etc. Et donc là, ça va impacter durablement, surtout qu'on exporte à peu près dans 100 pays dans le monde entier. Donc on doit à tout prix faire en sorte que cette campagne de vaccination marche. Et au-delà de l'efficacité sanitaire, c'est la traçabilité et la surveillance qui est en jeu. C'est le règlement européen aujourd'hui, il est drastique sur la question, c'est-à-dire qu'à n'importe quel canard, n'importe quel lot de canards qui a été vacciné, on doit savoir à quelle date, on doit savoir par qui, on doit s'assurer qu'il n'y a pas eu d'export, etc. Et donc tout ça, on n'a pas le droit à l'erreur, et de toute façon on n'a pas le choix, et c'est bien
bien en marche pour que ça fonctionne à partir du 1er octobre. La notion de surveillance active pour observer que le virus ne circule pas à bas bruit. Merci beaucoup, Monsieur Lévesque. Je ne doute pas qu'on aura peut-être des questions sur ce sujet. Mais je vous propose que pour le moment, on conclut la table ronde. Chacun va pouvoir faire un petit mot de conclusion. On a un petit peu dépassé. Très rapide, hein, voilà. un petit mot. On peut commencer par vous, Marcel Deniol, voilà, avec ce paysage qui a été brossé. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite? Un paysage comme ça, si on n'est pas inquiet, c'est assez de l'inconscience. Après, je crois qu'il faut... en fait, c'est un problème, je pense que le mal est français. Je m'explique. Peut-être dans d'autres pays, mais en fait, on est un pays où la production globalement a beaucoup de mal à se maintenir. C'est vrai que je parle de la production industrielle, je pourrais prendre d'automobiles, enfin, tous ces éléments-là, et en fait l'agriculture est dans le même boucle. Donc en fait, voilà, je crois que c'est cette vraie question-là. Donc est-ce qu'on parle de réindustrialiser, augmenter la production en France de ces éléments-là? J'attends pour voir, mais voilà, ces questions, et en particulier, la vraie question c'est moins d'agriculteurs, est-ce qu'ils vont pouvoir augmenter la taille de leurs ateliers pour compenser ou pas? Et malheureusement, André l'a évoqué, j'ai quelques doutes, socialement. On peut passer à votre voisin de gauche. Alors, je partage tout à fait ce que dit Marcel sur ce volet-là, et on parle souvent de souveraineté alimentaire. Et ça passe toujours par vraiment au-delà d'un message, une action politique. Parce qu'on parle beaucoup de choses, et en fait, il se fait très peu de choses. Et la tendance, effectivement, depuis des années, comme vous l'a montré Vincent depuis 50 ans, montre que la consommation est bien là, que les Français consomment de la viande et en consommeront aujourd'hui, demain, quels que soient les impacts, je dirais, sur ce qui est dit autour de nous de manière négative. Et effectivement, veut-on tout simplement garder notre, ou redonner vie à notre potentiel de production en agrandissant effectivement la production, en allégeant un petit peu les charges ou en les mettant au même niveau que d'autres confrères? Voilà les enjeux. Mais c'est vraiment de la politique au sens noble du terme, mais pas effectivement dans ce qui a été fait depuis à peu près 50 ans. Merci Thierry Meyer. André Sergent, quelle est votre conclusion de votre côté? Alors, moi j'ai envie encore d'y croire pour quelques raisons que je vous évoque. Un, on a des jeunes, dans nos écoles d'agricoles notamment, on a des jeunes, et donc ça c'est quand même un atout majeur. On a un gouvernement aujourd'hui en France qui a pris conscience de cette logique de décapitalisation, et demain notre ministre de l'Agriculture nous fera quelques annonces sur un projet de loi d'orientation de l'agriculture, donc il faut y croire. On a aussi un climat qui change en Bretagne, mais qui reste et qui restera favorable à de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a de l'eau, il pleut quand même en Bretagne, il fait plus chaud, certes aussi, mais on aura encore un climat qui reste favorable. Et enfin, on a aussi un tissu, je vais dire, agricole et agroalimentaire, c'est-à-dire qu'on a tout le tissu de la transformation qui est là aussi sur notre territoire. Et c'est un atout énorme. Et c'est pour ça que j'ai encore envie d'y croire. Rapidement, peut-être un message aussi sur l'acceptabilité sociétale de l'agrandissement ou de la modernisation. Juste pointer du doigt un paradoxe, c'est-à-dire qu'en France, la consommation de volaille, elle augmente, la consommation de poulet surtout, elle augmente, mais on entend de plus en plus les consommateurs ou les citoyens ou certaines associations dire il faut que du bio, que du label rouge, en tout cas c'est là-dessus qu'il faut aller. Pourtant, on observe qu'aujourd'hui, cette augmentation de la consommation de poulet ne se fait pas ni sur le label rouge, ni sur le bio, elle se fait sur de la volaille standard, du quotidien, mais aujourd'hui, c'est l'importation qui y répond. Donc il faut aussi qu'on puisse être accompagné par l'État pour faire en sorte que les Français qui souhaitent manger français acceptent aussi de voir se construire, pas forcément d'ailleurs s'agrandir, mais se construire ou s'agrandir des poulaillers à côté de chez eux. Ça c'est très important, avec le dernier message, l'importance encore une fois de l'étiquetage obligatoire d'origine qui va lui permettre de choisir et de demander du poulet français. Merci beaucoup. Vincent, vous voulez un petit mot de conclusion rapide? Pourquoi pas? Je vais dire deux choses. La première chose, c'est que ça manque d'ambiance en France. On a une ambiance pas du tout favorable aux productions animales. Ça manque d'ambiance. Oui. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième, c'est une citation que j'aime bien.
qui ne voit pas au loin verra ses ennuis de près. Oula. Merci Vincent. Merci bien pour tout ça et au revoir. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.